En même temps, une posture, c'est peut-être une posture masculine, je n'en sais rien. C'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ne connaissaient pas la peur. Ils étaient beaucoup plus, par contre, très attentifs à la peur des autres. Très, très attentifs à la peur de leur environnement. Ils avaient ce recul par rapport aux gens qui était vraiment intéressant. Oui, mais Evelyne Bertin, c'est peut-être ce qu'on se dit aussi, hein, quand on est créateur d'entreprise, patron, montrer sa peur, c'est aussi compliqué. Finalement, on se dit, en tant que patron, j'ai pas le droit à l'erreur, il faut que j'y aille. L'erreur est source de beaucoup d'innovation, mais ne pas montrer sa peur, c'est différent que de ne pas avoir de peur. Mais il ne faut pas que vos collaborateurs sentent que vous ne surpassez pas votre peur. Donc, le dirigeant, il doit surmonter sa peur pour entraîner, mais il ne doit pas la nier, hein, parce que ça rassure. C'est un être humain. Hein. Comme les autres. Donc ça peut aussi rassurer des collaborateurs de voir un patron qui s'arrête. La crise, ça oblige à s'arrêter. Ça oblige à reconsidérer les cartes, à se poser, donc à tout remettre à plat. Donc ça peut permettre de nouveaux départs, de voir des choses qu'on n'avait pas vues avant, parce qu'on était dans l'action, on était dans le mouvement très très dur. Donc l'important, c'est de voir quelle opportunité on peut faire avec les difficultés qu'on traverse. Et d'ailleurs, vous le disiez, vous l'évoquez, c'est vrai qu'on voit aussi beaucoup de créations d'entreprises en ces temps qui sont difficiles aussi parce que certains ne trouvent pas évidemment d'emploi auprès de groupes d'entreprises, donc ils ont envie d'entreprendre. Donc c'est pas antinomique, c'est pas loin de là. Faut avoir envie d'entreprendre, mais donc on entreprend avec son désir, avec ses idées, mais faut tenir sur la durée. Faut tenir sur la durée. Et la jeune génération, Jean-Michel Néret, hein, vous avez commencé à en parler, vous, hein, avec Full Booster, vous qui accompagnez justement les startups. Cette génération Y, elle est prête, elle est pas prête. Il y en a certains qui disent encore dans l'enseignement qu'on n'apprend pas encore suffisamment. Peut-être qu'on apprend trop le savoir et on apprend peut-être moins justement la peur, le fait aussi d'ignorer, de pouvoir remettre des choses un peu plus à plat. Là, en revanche, c'est sûr qu'en termes d'éducation et d'apprentissage, on a des progrès à faire qui sont incroyables. Enfin, parce que d'abord, on éduque plus le cerveau gauche que le cerveau droit. Donc, on a des gens extrêmement carrés, extrêmement organisés, mais qui n'ont pas forcément la petite fibre de créativité et d'innovation qui est indispensable. Alors, je parle encore une fois dans un métier ou dans un secteur du digital. Mais là, franchement, on a quand même besoin d'avoir aussi cette capacité à aller faire de l'innovation. Et puis faire de l'innovation, c'est changer deux fois, hein, c'est changer de regard sur la réalité, puis après changer la réalité. Donc c'est quand même un exercice qui est un peu complexe. Et puis pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, bien sûr que la peur, ça permet de temps en temps, au contraire, c'est un handicap, mais ça permet aussi de prendre du recul. Et ce qui est très gênant dans le cas des entrepreneurs et qu'on voit d'ailleurs de façon assez naturelle chez la génération Y, bien qu'on n'ait pas que des générations Y qui viennent nous voir, c'est des gens qui évitent les deux extrêmes. L'extrême qui est de dire de toute façon j'y vais et la peur n'évite pas le danger, si je prends un mur, je prendrai un mur. Et puis il y a de l'autre côté le fait d'être absolument tellement sous contrôle et de voir tout contrôler. Là c'est le côté le cerveau gauche dont je parlais tout à l'heure, que finalement on bouge plus parce qu'il y a le 17e levier qui n'a pas été maîtrisé. Voilà, ça, Alors on le voit, voilà, la difficulté, on va dire, d'entreprendre, un peu l'éducation, mais ça ferait beaucoup à revoir. Et vous, Ali Shariatov, vous mettez en avant quelque chose qui est intéressant, c'est comment considérer aussi l'argent. Vous dites aussi, finalement, on parlait des fonds propres, hein, tout à l'heure vous mettez en avant, il faut aussi considérer aussi comme un outil de travail, aussi le prendre de façon différente que ce que l'on aborde assez fréquemment. Absolument, mais ça... Comment gérer l'argent, ça fait partie d'un problème fondamental qui est le métier de l'entrepreneur. Je pense qu'il y a un problème de fond, c'est que trop de gens se lancent dans l'entrepreneuriat alors que c'est un métier, ça s'apprend. Il ne viendrait à l'idée de personne de devenir médecin du jour au lendemain. Donc moi j'ai vu des salariés, ils se disent voilà, je connais un métier, j'ai une idée, j'ai un peu de financement, j'ai du courage, j'ai de la volonté et j'y vais, je monte ma boîte. Donc qu'est-ce qui se passe ? L'informaticien monte une boîte d'informatique, le communicant une boîte de com, et 80% de ces gens-là se cassent la figure au bout de 3 ans. Alors qu'ils ont besoin d'un informaticien et d'un communicant aussi, vous allez dire justement ça aussi. Exactement. Pourquoi ils se cassent la figure ? Parce que la maîtrise du travail technique dans un business n'a rien à voir avec la maîtrise des techniques du business. C'est deux choses complètement différentes. Ce qui fait que quelqu'un qui ne connaît pas le métier de l'entrepreneur va prendre l'argent justement pour un fonds propre et justement pour un revenu. Alors qu'un entrepreneur prend l'argent juste pour ce qu'il est, c'est-à-dire un outil de travail.
Oui, pour pouvoir faire avancer aussi, puis c'est aussi pour ça qu'il a besoin aussi d'accompagnement, hein, typiquement comme vous le faites. Hein, non, mais moi, ça a un écho terrible ce que vous dites chez nous. Nous, justement, on a créé cette structure-là avec une équipe de multitalents parce que on essaie de reconstituer le couple mythique d'une start-up qui fonctionne dans le digital. C'est un marketeur qui a des idées, qui a une idée business et une vision business, et puis un ingénieur qui sait comment le développer. Et c'est vrai que souvent, on rencontre des ingénieurs qui disent bah, ça y est, j'ai compris, il y a quelque chose à faire, mais alors comment le vendre ? Absolument aucune idée. Ou alors le marketeur qui dit je crois que ça y est, j'ai vu Facebook, on va pouvoir faire quelque chose avec. Et pour développer, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui sait faire un peu de code PHP. Enfin, ça ne marche pas, je suis d'accord. Il y a besoin de cadre, il y a besoin d'expertise, il y a besoin d'enthousiasme, ça c'est clair. Mais c'est un métier, je suis d'accord. Besoin d'enthousiasme, voilà. Bon, alors on a posé, on va dire, les bases et parlé beaucoup de la peur, mais il faut savoir aussi quelles peuvent être les clés de la réussite et que finalement aussi, plus que jamais, on peut s'appuyer sur ce climat un peu difficile pour avancer et créer plus que jamais son entreprise. Ce sera après une nouvelle pause dans Paris d'Avenir et Journal de l'économie sur BFM Business. Paris d'Avenir, le futur est capital sur BFM Business. 21h, 22h, BFM Business, Paris d'Avenir, Nathalie Croiset. Les PME françaises affichent dans l'ensemble un bilan assez satisfaisant de l'année écoulée de 2011, mais elles sont beaucoup plus inquiètes pour 2012. C'est ce qui ressort d'une étude assez récente de la Banque publique d'aide aux PME, OSEO. Pour cette année, un quart des PME craignent une dégradation de leur situation de trésorerie et seulement 10% attendent une amélioration. Être entrepreneur en temps de crise, est-ce possible ? Est-ce facile de créer sa propre entreprise ? On en parle ce soir dans Paris d'Avenir avec Olivier Menu, associé fondateur de Valexcel, Evelyne Bertin, fondatrice d'Art des Liens, Jean-Michel Néret, cofondateur de Full Booster, et Ali Chariantian, directeur associé de Cantena. Alors, on va oublier peut-être un peu la peur, ou en tout cas essayer d'inverser un peu la tendance quand même, Olivier Menu. Justement, on peut se dire que on se dit toujours c'est absurde de créer finalement une entreprise en temps de crise, mais pas autant que ça, parce qu'on peut se dire aussi qu'il y en a certains qui vont rester justement sur leur peur et que c'est au contraire le moment d'y aller pour ceux qui ont véritablement le courage et qui vont se lancer. Oui, vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a énormément de création d'entreprises encore en France. Il y en a même plus que dans beaucoup de pays d'Europe. Et même si on compare avec des pays comme l'Allemagne, qui est souvent prise actuellement en étalon par rapport à la France au niveau économique, on se rend compte qu'il y a pratiquement le même tissu de TPE, de création d'entreprises sur le marché français que sur le marché allemand. Après, il faut tenir sur la distance aussi. Il faut tenir sur la distance. C'est pour ça que je veux dire que le thème de l'entrepreneur est un thème très intéressant. Pourquoi on entreprend ? Qu'est-ce qu'un entrepreneur ? La deuxième question qui vient juste derrière, c'est qu'est-ce qu'un entrepreneur qui va réussir ? Et ça, c'est une deuxième question qui suppose d'autres regards, plein d'autres choses. Et objectivement, je pense qu'il est intéressant de poser en France actuellement le problème de l'entrepreneur, qui est une problématique individuelle, dans une problématique collective. Parce que si on peut mettre un peu de relief, si vous voulez, par rapport à l'entrepreneur français, c'est certainement par rapport à l'environnement qui est spécifique à la France, qui est un environnement, curieusement, où il y a énormément d'aides. Vous avez parlé d'OSEO à l'instant. Oui, il y a beaucoup d'aides publiques, hein, c'est vrai. D'aides publiques énormes. Un encadrement, le statut de jeune entreprise innovante, le crédit d'impôt dont on parle régulièrement. Ouais. Oui. Ce que certains entrepreneurs, de manière un peu provocatrice, parfois appellent des béquilles, si vous voulez. Or, un entrepreneur, par définition, il n'aime pas courir avec des béquilles. Il préfère courir librement. Mais il est intéressant de mettre l'entrepreneur français par rapport aux spécificités françaises. On parlait d'éducation tout à l'heure. Il est vrai que c'est pas dans la culture française. Il y a un désamour, on peut même le dire, je crois, en France, qui commence peut-être un peu à s'estomper par rapport au patron, avec une confusion énorme entre le patron de grands groupes, le patron de groupes publics, privés. Tout ça s'est mis dans le même sac, ce qui fait que le patron d'entreprise en France, on ne peut pas dire que ce soit le bien-aimé de la collectivité. Hein. Donc ça commence là, et je pense que ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est qu'un entrepreneur, je crois qu'il se moque de tout ça quelque part. Il y a un moment, il a des forces qui le poussent à entreprendre, qui sont bien plus fortes que les forces qui l'empêcheraient de le faire. Donc crise, pas crise, quelle crise d'ailleurs ? On ne sait pas de quelle crise on peut parler. Est-ce que c'est une crise de trésorerie ? Est-ce que c'est une crise de l'Europe ? Est-ce que c'est une crise de civilisation ? Une crise peut-être plus profonde même que celle de 2008, où voilà, il y a d'autres mises en cause, mais bon, ça c'est... De manière très positive. Voilà, de manière très positive, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait qu'il va rejoindre un peu sa vie, on peut dire ça. Deuxièmement, une grosse collectivité, parce que objectivement, l'entrepreneur n'est pas quelqu'un d'isolé, c'est quelqu'un qui vit au milieu des autres,
une entreprise elle est au milieu du village, au milieu de la banlieue, au milieu de la ville, et l'entrepreneur, pour réussir, pour survivre, il est obligé de s'entreprendre, donc de créer des liens partout. Et de créer des liens, justement, c'est ce qu'on va voir aussi avec votre voisin, Jean-Michel Néret. On parlait d'accompagnement. Évidemment, on parle des aides publiques. Typiquement, voilà, vous êtes dans une démarche privée d'accompagnement, un incubateur. Hein. Vous assurez aussi le financement du projet en prenant aussi une part dans les startups. Oui, tout à fait. Oui. L'idée, c'est justement, est partie d'un constat assez simple, c'est que des projets ou des idées, il y a une effervescence assez importante autour notamment, encore une fois, dans tout ce qui est le web, le mobile, les nouveaux médias, les réseaux sociaux, et qu'il y a besoin de cadre, et que nous, notre vocation, c'est justement de mettre un peu de cadre, d'intelligence, on espère, autour de ces projets-là, et de leur apporter des supports. Alors un support que pompeusement on appelle le facility management, mais en fait, en gros, c'est tout ce qui passionne absolument pas le créateur, c'est tout le back-office, les aspects juridiques, les aspects financiers, les aspects comptables, avoir ne serait-ce que des locaux. Et donc du coup, ce qui fait que les petites études qu'on a pu faire, nous, c'est que sur les six premiers mois, il y a 60 à 70% de la focalisation de ces créateurs qui est passé, qui est dépensé inutilement, entre guillemets, sur des projets qui sont pas directement au centre de leur projet, de leur création. Donc là, ils peuvent aller plus vite pour... Et donc là, du coup, ça c'est du basique de basique, mais ça permet vraiment de focaliser sur 100% du projet. Et puis après, d'apporter de la technicité et du cadrage sur à la fois ce qu'on disait tout à l'heure, du marketing et de l'intelligence business, et puis de la réalisation, parce que y a besoin de technique derrière tout ça. Ali Chariantan, comment vous voyez justement les opportunités, particulièrement en ces temps, vous qui avez suivi une évolution, on a bien compris, vous avez revu tout votre business, en ces temps un peu difficiles, où on peut profiter de quelles opportunités pour avancer? En fait, si on veut créer une entreprise, je voudrais rebondir sur ce que disait Olivier, sur le côté intime de l'entrepreneuriat. Si j'exagère, on peut même dire que c'est presque une technique d'éveil. En fait, c'est quelque chose, c'est une aventure très très personnelle, très intime. Et le conseil que j'aurais à donner, c'est déjà, avant d'entreprendre quoi que ce soit, de regarder l'idée qu'il y a derrière tout ça. Est-ce que cette idée a des pattes pour marcher? Tout simplement. C'est-à-dire qu'une idée qui ne transforme rien, ni chez le client, ni chez les salariés, ni chez l'entrepreneur lui-même, ce n'est pas la peine de monter une entreprise. Donc, le point de départ de tout ça, c'est de vérifier si l'idée tient la